Et aujourd'hui, on va parler d'insuffisance rénale fonctionnelle. L'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle, elle est aussi appelée l'insuffisance rénale aiguë pré-rénale. En fait, toutes les causes d'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle ont en commun qu'il existe un bas débit sanguin rénal. Ce bas débit sanguin rénal, il peut être vrai, comme dans les cas de déshydratation extracellulaire, sur les diarrhées, les vomissements ou alors les hémorragies. Mais on peut aussi avoir une hypovolémie dite efficace dans le cas où le rein est mal perfusé par un dysfonctionnement de la pompe cardiaque par exemple. On a aussi des insuffisances rénales aiguës hémodynamiques. Elles sont surtout liées à l'effet de certains médicaments comme les IEC ou les ARA2 au niveau de la vascularisation glomérulaire. Quand on a un bas débit sanguin rénal, il y a un certain nombre de mécanismes qui vont se mettre en œuvre pour restaurer une volémie et optimiser la perfusion rénale. On va parler de deux grands systèmes, le système rénine-angiotensine-aldostérone et l'hormone antidiurétique. Vous allez voir que ces deux systèmes vont expliquer la majeure partie des anomalies que l'on va observer spécifiquement dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Pour le premier, le système rénine-angiotensine-aldostérone, celui-ci va être activé par la baisse du flux de sodium dans le rein. Notre rein filtre énormément de sodium en permanence et la quantité de sodium qui est filtrée par le rein est sans arrêt contrôlée par une entité située dans le tubule distal qui s'appelle la macula densa. Cette macula densa va capter les différences de concentration de sodium qui circulent au niveau des urines. Lorsque le flux sodé va diminuer, la macula densa va entraîner la sécrétion de la rénine. La rénine, c'est une enzyme qui va modifier l'angiotensinogène en angiotensine 1. Cette angiotensine 1, elle va être transformée en angiotensine 2 par l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Cette angiotensine 2, elle a un fort pouvoir vasoconstricteur qui va permettre de rétablir une pression pour la filtration glomérulaire, mais elle a aussi d'autres rôles. Elle va augmenter la réabsorption du sel au niveau du rein. Elle va aussi entraîner la sécrétion d'aldostérone au niveau de la glande surrénale. Cette aldostérone, elle va permettre au niveau du tube collecteur, qui est à la fin du néphron, d'augmenter sa réabsorption sodée et donc, en échange de cette réabsorption sodée, faire une excrétion de potassium dans les urines. L'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone va entraîner une réabsorption massive de sodium et d'eau et une excrétion importante de potassium. On va donc pouvoir expliquer par l'activation de ce système les anomalies suivantes. L'inversion des rapports de concentration de sodium et de potassium dans les urines. Effectivement, vous allez avoir plus de potassium que de sodium et donc le rapport Na sur K va être inférieur à 1. Et l'effondrement de la fraction d'excrétion de sodium puisqu'effectivement, il y a une réabsorption massive induite par la sécrétion d'aldostérone. Donc la fraction d'excrétion du sodium va être très inférieure à 1%. Attention tout de même, ces marqueurs ne sont pas valables si le patient est sous diurétique. Effectivement, vu qu'on bloque la réabsorption sodée, le rapport Na sur K peut être supérieur à 1 et la fraction d'excrétion du sodium peut être aussi supérieure à 1%, malgré l'activation du système rénine-angiotensine-aldostérone et l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Donc attention à l'utilisation de ces marqueurs si le patient est sous diurétique. Pour ce qui concerne l'hormone antidiurétique, tout se passe ici dans notre cerveau. Lorsqu'il y a une légère variation dans le plasma de ce qu'on appelle l'osmolarité, celle-ci va être captée par des centres situés au niveau de l'hypothalamus. Ces centres vont capter lors d'une hypovolémie les variations de l'osmolarité et entraîner deux choses. La première, c'est la sensation de soif, ce qui va nous permettre d'aller boire quand nous sommes déshydratés. La deuxième, c'est un signal de sécrétion de l'hormone antidiurétique qui elle est sécrétée par la glande hypophysaire. Cette hormone antidiurétique est aussi appelée la vasopressine. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir un effet aussi vasoconstricteur permettant de rétablir la pression de filtration au niveau rénal. Cette vasopressine va aussi agir au niveau du tube collecteur, au niveau rénal, pour fabriquer des canaux de réabsorption de l'eau que l'on appelle les aquaporines. Ces aquaporines vont être recrutées sur la face luminale de la cellule principale du tube collecteur, ce qui va permettre à ce niveau-là de réabsorber massivement de l'eau. Avec l'eau, va passer une petite molécule qui s'appelle l'urée. Cette urée, elle va se retrouver dans deux endroits différents. Le premier, c'est d'être dans l'espace interstitiel au niveau de la médulaire. À cet endroit-là, elle va favoriser le gradient cortico-papillaire et elle va favoriser la réabsorption d'encore plus d'eau au niveau du tube collecteur. Étant donné que le secteur interstitiel est en continuité avec le plasma, cette urée va alors se retrouver aussi dans le plasma. On va donc expliquer les anomalies suivantes avec l'activation de l'ADH,
dans l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle. Le rapport des concentrations plasmatiques d'urée sur créatinine va être supérieur à 100. Effectivement, l'urée a été réabsorbée au niveau du tube collecteur et s'est retrouvée dans l'interstitium et dans le plasma, et donc sa concentration a augmenté dans le sang. Étant donné qu'on a réabsorbé massivement de l'eau et aussi de l'urée, la fraction d'excrétion de l'urée va baisser, et donc elle va se retrouver inférieure à 35%. Du coup, seuls ces marqueurs restent valables si le patient est sous diurétique. Effectivement, l'ADH et la réabsorption de l'eau ne sont pas influencés par la prescription de diurétiques. En tout cas, pas directement. Enfin, la synergie d'action de ces deux systèmes va permettre de concentrer les urines un maximum. La concentration des urines va expliquer les anomalies suivantes. Le rapport des concentrations urinaires sur plasmatique de la créatinine seront supérieurs à 30, ce qui veut dire que la concentration dans les urines de la créatinine est très élevée, puisque les urines sont concentrées. Pour l'urée, c'est la même chose, mais le rapport sera lui supérieur à 10. Et enfin, on peut faire aussi le rapport des osmolarités urinaires sur plasmatique. On va avoir un rapport qui sera supérieur à 2, ce qui veut dire que les urines sont plus de 2 fois plus concentrées que le plasma, ce qui indique une grande concentration urinaire. Voilà, j'espère que vous avez tout compris pour différencier l'insuffisance rénale aiguë fonctionnelle de l'insuffisance rénale aiguë organique. À bientôt pour un autre flash néphrologique sur Doc & Roll.